Nous sommes le 31 janvier 2005 à Santa Maria, Californie. Devant le cours supérieur du comté de Santa Barbara, une foule attend depuis des heures sous un ciel gris. Il y a des fans avec des pancartes, des journalistes avec des caméras et des curieux qui veulent simplement voir de leurs propres yeux ce qu'aucun scénariste d'Hollywood n'aurait osé écrire. À 8h30 du matin, une caravane de vannes noires s'arrête devant le bâtiment. Les caméras se précipitent, les portes s'ouvrent et le voilà. Michael Jackson descend du véhicule vêtu d'un pyjama blanc et bleu. Sur ses épaules, une veste sombre. Il marche lentement, salue les fans d'une main levée. Il sourit légèrement, comme s'il se forçait. Il a 46 ans et il paraît fragile. L'homme qui a rempli le stade de Wembley 8 fois de suite. Le danseur qui a inventé le moonwalk. L'artiste le plus vendu de l'histoire de la musique populaire. Il entre au tribunal accusé d'abus et d'enlèvement, en particulier d'un enfant. Mais ne nous précipitons pas. Les images font le tour du monde en quelques minutes. Et avec elles, une question qui flotte dans l'air depuis plus d'une décennie revient au centre de tout. Qui est vraiment cet homme? Pour certains, c'est une victime, un artiste génial et extraordinaire que la presse avide et des familles cupides ont poursuivi pendant des années avec des accusations fabriquées. Pour d'autres, c'est un prédateur qui a utilisé sa célébrité, son argent et son univers de fantaisie pour approcher des enfants vulnérables. Et il y a une troisième position, celle de ceux qui soutiennent que les deux choses peuvent être vraies en même temps. Dans cette vidéo, nous allons parcourir sa vie en suivant le fil des polémiques. Nous n'allons pas résoudre ce que les tribunaux n'ont pas résolu, ni condamner ce que la justice a acquitté, mais nous allons tout de même mettre sur la table chaque procédure. Parce que pour comprendre le potentiel de cette histoire, il faut oser regarder les deux faces d'une figure qui est même décédée. Elle reste impossible à ignorer. Bienvenue dans cette émission spéciale sur Michael Jackson. La terreur derrière les portes closes. Dans une célèbre interview qu'il a accordée à Martin Bashir, en 2003, Michael Jackson a exprimé à haute voix quelque chose de terrible. Il a dit que son père le frappait et qu'il ne l'a jamais pris dans ses bras ni dit qu'il l'aimait. Jetons un coup d'œil pendant quelques secondes à cet enfer. Pour cela, nous devons survoler une petite maison à Gary, dans l'Indiana. Nous sommes en 1964. Nous sommes dans une ville industrielle au cœur du Midwest américain, là où l'air sent l'acier fondu. Les familles de couleur vivent loin du rêve américain que la télévision leur vend chaque soir. Au 2300 de la rue Jackson, ce n'est pas une blague, c'est vraiment le nom de la rue, vit une famille de 9 personnes, 2 adultes et 7 enfants. La maison compte 3 chambres. Les enfants dorment à plusieurs dans chaque lit. La mère Catherine est une femme pieuse, témoin de Jéhovah, à la voix douce et au regard patient. Le père, Joseph Walter Jackson, c'est une autre histoire. Il travaille dans une aciérie pendant la journée. Le soir, il répète avec son groupe de rhythm and blues, les Falcons, dans le garage de la maison. Il n'arrive jamais à rien avec la musique. Mais comme nous l'avons dit, il a 7 enfants. Et il a l'œil. Ce que Joseph Jackson voit chez ses enfants, surtout chez les garçons, ce n'est pas exactement un don à cultiver. C'est une opportunité qu'il ne compte pas laisser passer. Il les fait répéter avec une discipline que plusieurs d'entre eux décriront des décennies plus tard. En un seul mot, la terreur. Michael Jackson a 5 ans lorsque son père l'intègre au groupe familial qui s'appellera plus tard The Jackson 5. À partir de ce moment-là, les répétitions cessent d'être optionnelles pour lui. Les répétitions deviennent la loi. Joseph corrige les faux pas avec sa ceinture. Il crie, il humilie. Les garçons répètent pendant des heures chaque jour. Après l'école, les week-ends, en été, à l'aube. Il n'y a aucune négociation possible, encore moins de pause. Joseph Jackson, interrogé à ce sujet à de nombreuses reprises au fil des années. Il ne nie pas les punitions physiques, il les justifie. Il affirme qu'à l'époque, on éduquait ainsi et que cette discipline a permis à ses enfants de réussir. Selon lui, le monde devrait lui en être reconnaissant. Il est mort en 2018 sans jamais se rétracter sur quoi que ce soit. D'une manière ou d'une autre, il est vrai que ce que Joseph construit dans ce garage de Gary, Indiana, est rien de moins que légendaire. En 1969, The Jackson 5 signe avec Motown Records. Ils réalisent quelque chose d'inédit, 3 numéros 1 consécutifs avec leur premier album.
Michael, qui a maintenant 10 ans, chante comme un adulte et bouge comme James Brown. Il a une présence scénique que les producteurs de la maison de disques ne savent pas vraiment expliquer. Le fondateur de Motown affirme sans hésiter que c'est l'artiste le plus talentueux avec qui il ait jamais travaillé. Et pourtant, il avait travaillé avec Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross. Mais derrière l'enfant qui séduit tous, il y a quelque chose que les caméras cachent. Michael Jackson ne va pas à l'école comme les autres enfants, il n'a pas d'amis de son âge, il ne joue pas dans la rue. Ses journées se déroulent en studio, en tournée, à l'hôtel et en coulisses. Alors que d'autres enfants commencent à explorer leur identité, lui apprend à se produire devant des millions de personnes qui scandent son nom. Dans cette même interview de 2003 que nous avons déjà citée, Michael dit quelque chose qu'il va répéter de différentes manières tout au long de sa vie. Il dit qu'il n'a jamais eu d'enfance et que toute sa vie d'adulte n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de retrouver un peu de cela. Certains psychologues entendent cette déclaration et acquiescent. Des journalistes l'entendent et prennent des notes. Et il y a une partie du monde qui, des années plus tard, lorsque les accusations commenceront, se souviendra exactement de ces mots. Et elle va se demander si l'enfance que Michael dit avoir perdue n'a pas été en réalité l'excuse qui l'a poussé à la chercher au mauvais endroit. Mais n'allons pas si loin, nous sommes en 1975. The Jackson 5 quittent Motown, change de label et commence une nouvelle étape. Michael a 17 ans, il est déjà célèbre dans le monde entier. Il ne sait pas que le plus grand et le plus sombre reste à venir. Le visage qui change. Au début des années 80, le monde regarde à nouveau Michael Jackson comme si c'était la première fois. Off the Wall l'a déjà sorti de l'ombre du groupe familial, mais c'est Thriller en 1982 qui fait de lui une figure impossible à cerner. Les clips vidéo tournent sans relâche, les tournées se multiplient et son image reste gravée sur des millions d'écrans. C'est à ce moment-là que quelque chose commence à bouger lentement, presque imperceptiblement au début. Son visage commence à changer. Beaucoup diront plus tard qu'un terrible accident en 1984 l'a rendu accro aux analgésiques et aux opérations chirurgicales. Il s'agit d'un accident qui survient pendant le tournage d'une publicité pour Pepsi. Oui, à cette époque, Michael signait déjà des contrats avec les entreprises les plus puissantes. Le fait est qu'au moins au début, ces changements physiques sont subtils. Son nez paraît plus fin, ses pommettes plus marquées, sa peau légèrement plus claire. Sur les photos promotionnelles de Thriller, il y a encore une continuité avec le jeune homme des années 70, mais avec le temps, album après album, de nouvelles traces apparaissent. Avec Bad, en 1987, la transformation fait déjà la une des journaux. La presse ne parle plus seulement de musique. Elle évoque son visage comme un phénomène parallèle, une histoire écrite sur sa peau. Michael donne des explications. Il parle du vitiligo, une maladie qui provoque la perte de pigmentation de la peau. Il dit qu'il utilise du maquillage pour unifier le teint, afin d'éviter les taches visibles sur scène et devant les caméras. Il mentionne aussi le lupus, une autre condition qui affecte sa santé. Ces déclarations circulent dans des interviews, des communiqués et des réponses brèves qui cherchent à clore le sujet. Mais le sujet ne se referme pas, il prend de l'ampleur. Les magazines multiplient les théories. Les émissions de télévision répètent des images anciennes et actuelles en écran partagé. On trace des lignes, on compare les profils, on énumère les chirurgies possibles. Chaque apparition publique devient une nouvelle pièce d'analyse. Le corps de Michael cesse d'être seulement le sien et devient un objet d'observation constante. Dans ce suivi obsessionnel, il y a quelque chose de plus profond qu'une simple curiosité esthétique. La conversation est chargée d'une tension qui traverse l'histoire raciale des États-Unis. On parle de blanchiment avec une légèreté qui traîne des décennies de préjugés. On insinue que sa transformation répond à un rejet de ses origines. Michael continue d'avancer malgré ses assauts médiatiques. Il enregistre, il danse, il bat des records. On dirait qu'il peut changer le cours des choses et triompher du sensationnalisme. Mais c'est alors que les vrais problèmes apparaissent. Alice. El reino de Peter Pan. Nous sommes en 1988 dans les collines de Californie, loin du bruit de Los Angeles. Michael Jackson achète une propriété de plus de 1000 hectares et commence à la transformer en quelque chose d'inédit. L'endroit reçoit un nom qui ressemble à une déclaration d'intention, Neverland, comme l'île de Peter Pan, l'enfant qui ne grandit jamais. Comme un espace où le temps est suspendu et où l'enfance se prolonge sans date d'expiration. Les travaux avancent rapidement. Des manèges apparaissent, une grande roue, des montagnes russes,
un zoo avec des animaux exotiques, un cinéma privé et des jardins entretenus avec soin. Des bonbons, de la musique et des couleurs évoquent un parc d'attractions. Les caméras ne tardent pas à entrer, impatientes d'enregistrer tout cela. Les interviews montrent ce monde avec un mélange de fascination et de perplexité. Michael marche sur le domaine comme l'hôte d'un rêve personnel. Il parle de joie, d'innocence, de partager cet espace avec des enfants qui n'ont pas eu une vie facile. Il invite des groupes, des fondations, des enfants malades, des familles qui viennent chercher un peu de répit. Neverland se remplit de rires et de journées qui semblent conçues pour effacer, ne serait-ce que pour quelques heures, toute douleur passée. Dans ce même mouvement, quelque chose commence à changer dans la perception du public. L'image de l'artiste qui construit un parc pour enfants s'installe aux côtés d'une autre question qui prend de l'ampleur en sourdine. Pourquoi ce monde tourne-t-il autour de l'enfance de façon aussi absolue? Que signifie réellement cette tentative d'arrêter le temps? Les médias commencent à regarder avec plus d'attention. On mentionne des noms, on suit des histoires, on observe des liens. Michael apparaît accompagné de garçons lors d'événements publics, lors de voyages et lors de séjours prolongés à Neverland. Il l'explique naturellement, il parle d'amitié. Il dit qu'il se reconnaît en eux, qu'il trouve dans ces liens quelque chose qui lui est proche et nécessaire. Le soupçon devient de plus en plus lourd. Les premières insinuations surgissent dans des chroniques, émissions télé et commentaires, créant déjà une ambiance. L'arrivée de la première plainte est imminente. Le premier procès. Nous sautons jusqu'en août 1993. L'été aux États-Unis se déroule normalement jusqu'à ce qu'un homme refasse la une de tous les journaux, Michael Jackson. Cette fois, il ne s'agit pas d'un album ni d'une tournée, mais d'une plainte. Jordan Chandler a 13 ans. Son père, Ivan Chandler, saisit la justice avec une accusation précise. Il affirme que Michael Jackson a abusé sexuellement de sa fille. L'histoire éclate soudainement, sans préparation dans l'opinion publique, bien que des rumeurs circulaient discrètement depuis des années. Il y a maintenant une plainte officielle et, avec elle, une enquête criminelle. La machine judiciaire se met en marche. Les détectives, les procureurs et les dépositions occupent tout l'espace. L'affaire devient pressante, urgente et impossible à ignorer. Neverland cesse d'être un décor de contes de fées et devient un lieu suspect. La police dispose de mandats de perquisition. Ils entrent dans le ranch, fouillent les chambres, les bureaux et les objets personnels. Parallèlement, un élément émerge et capte l'attention du public de façon obsessionnelle, la description des marques physiques. Selon l'accusation, Jordan aurait donné des détails intimes sur le corps de Michael. Le parquet cherche à vérifier ces informations. Une procédure photographique du corps du chanteur est réalisée, une étape consignée dans des documents judiciaires et qui alimente pendant des années toutes sortes d'interprétations. L'affaire étend ses tentacules dans les médias avec une rapidité difficile à contenir. Émissions spéciales, couvertures, débats, la figure de Michael se fragmente devant des millions de personnes. S'agit-il simplement d'une extorsion ou bien quelque chose qui est resté caché pendant des années est-il enfin révélé? Le débat s'installe dans tous les espaces possibles. Pendant que l'enquête progresse, un front parallèle s'ouvre dans le domaine civil. Les avocats négocient, les chiffres commencent à circuler. À la fin de 1993, un accord extrajudiciaire est conclu d'environ 23 millions de dollars. L'arrangement comprend des clauses de confidentialité. La famille Chandler se retire du litige civil et l'affaire pénale perd de l'élan sans le témoignage central. L'accord a un impact brutal sur la perception du public. Pour certains, le paiement fonctionne comme une confirmation implicite. Pour d'autres, c'est une stratégie pour mettre fin à un conflit dévastateur sans passer par un procès. Les positions se durcissent. Avec le temps, des enregistrements audio émergeraient, mettant les plaignants dans une mauvaise posture. Dans ces enregistrements, il serait clair qu'ils ne cherchaient pas la justice, mais de l'argent. À cette époque, une autre plainte menace d'être révélée. Mais celle-ci s'apaise lorsque le plaignant lui-même déclare qu'il est manipulé pour s'exprimer contre le roi de la pop. Certains journalistes sont désignés comme les promoteurs des escroqueries. Ou bien tout cela n'est-il qu'un écran de fumée pour cacher les perversions d'un adulte millionnaire? Impossible à savoir. Il ne reste plus qu'une chose claire. Michael Jackson ne sera plus jamais le même après ses premiers coups. À partir de ce moment-là, chaque pas, chaque apparition, chaque silence sera interprété à la lumière de ce qui s'est passé cet été-là. L'histoire a déjà changé de cap et ne reviendra pas en arrière. Bodas, píldoras y declive de salud.
Avançons d'une année, nous sommes en 1994. L'impact du cas Chandler résonne encore dans l'air lorsque Michael Jackson réapparaît avec une nouvelle qui secoue à nouveau la conversation publique. Il épouse Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley. Cette union surprend par sa rapidité, par son timing, par la charge symbolique qu'elle porte. Deux noms de famille qui définissent l'histoire de la musique populaire sont unis lors d'une cérémonie privée en République dominicaine. Les images du mariage font le tour du monde. Interview, apparition commune, un baiser télévisé qui est répété au ralenti dans tous les journaux télévisés. Michael parle d'amour. Lisa Marie défend la relation face à la presse. En même temps, les spéculations se multiplient. S'agit-il d'en faire une sorte d'alibi? La relation ne dure qu'un peu plus d'un an. En 1996, le divorce est prononcé. Michael continue sa route. La même année, il épouse Debbie Rowe, une infirmière qui a travaillé près de lui pendant des années. De cette relation naissent ses deux premiers enfants, Prince et Paris. La paternité apparaît comme un nouveau chapitre dans sa vie publique. Michael montre ses enfants avec fierté, parle d'eux lors d'interviews, les présente comme le centre de son univers. Les circonstances entourant les naissances suscitent des questions qui circulent à voix basse et dans les gros titres. On parle d'accords privés, de décisions prises loin de tout cadre conventionnel. Parallèlement, sa vie privée commence à montrer des signes d'usure. Le corps, qui pendant des années s'est déplacé avec une précision absolue sur les scènes du monde entier, commence à obéir à une autre logique. Les analgésiques font désormais partie du quotidien. Les tournées, les répétitions, les exigences physiques laissent des marques qui ne disparaissent pas en quittant la scène. On fait état d'insomnie, de douleurs persistantes, de traitements qui durent plus longtemps que prévu. L'entourage devient plus fermé. Les apparitions publiques deviennent moins fréquentes et plus contrôlées. La figure de Michael oscille entre un retour artistique et une retraite partielle qui n'est jamais déclarée explicitement. Il continue d'enregistrer, il continue de créer, mais le rythme n'est plus le même. Au milieu de cette tempête, une autre scène reste gravée dans la mémoire collective. Novembre 2002 Berlin. Michael se penche au balcon d'un hôtel avec son plus jeune fils dans les bras. L'enfant a le visage couvert. Pendant quelques secondes, il l'incline vers l'avant, au-dessus de la rambarde, devant une foule qui regarde depuis en bas. Le geste est bref, mais suffisant. Les caméras le capturent sous tous les angles. La réaction est instantanée. Indignation, inquiétude, incrédulité. Les images tournent en boucle sur toutes les chaînes. Michael apparaît ensuite pour s'excuser. Il dit que c'était une erreur, qu'il s'est laissé emporter par l'émotion du moment, qu'il ne mettrait jamais son fils en danger. L'artiste n'est plus ce modèle invincible qu'il a été autrefois. Il semble un peu erratique. Le monde ne fait pas preuve de pitié et la curiosité morbide du public l'observe dans ses hauts et ses bas. De cette façon, l'histoire avance vers un point de non-retour. Living with Michael Jackson. Nous sommes en février 2003. La télévision britannique diffuse un documentaire qui promet de révéler l'homme derrière le mythe. Michael Jackson ouvre les portes de son intimité à Martin Bashir. Les caméras entrent à Neverland. Le ton est intime, presque confessionnel. Pendant des mois, Bashir accompagne Michael, enregistre des conversations, construit un récit qui se veut définitif. L'émission s'intitule « Living with Michael Jackson ». Dès le début, l'émission capte l'attention mondiale. Des millions de personnes s'installent devant leur écran pour découvrir ce qui se cache derrière cette figure entourée de controverses depuis plus d'une décennie. Michael apparaît détendu, confiant, prêt à parler. Dans l'une des scènes les plus mémorables, il marche aux côtés d'un enfant sur les terres de Neverland. L'enfant s'appelle Gavin Arvizo. Michael parle de nuits partagées à regarder des films. Il dit que dormir avec des enfants est quelque chose de beau, d'innocent, une expression d'affection qu'il ne considère pas comme problématique. Les mots sortent naturellement. La phrase se répète encore et encore, amplifiée, devenue le centre d'une crise d'image qui s'aggrave de minute en minute. La perception du public devient tendue. Le débat revient avec une force qu'on n'avait pas vue depuis 1993. Michael répond. Il dit qu'il a été manipulé, que le documentaire ne reflète pas ce qu'il voulait vraiment montrer. Il parle d'un montage tendancieux, de questions orientées, d'une trahison construite en salle de montage. Son équipe diffuse son propre matériel, des extraits des mêmes interviews qui présentent une version différente de ces conversations. La bataille se déplace sur le terrain médiatique. En 2003, l'exposition atteint un point critique. Et tandis que les écrans répètent ces images encore et encore, quelque chose commence à bouger à nouveau sur le plan judiciaire.
Le drame, qui semblait concentré à la télévision, se déplace à nouveau vers les tribunaux, et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Entre 2003 et 2005, une nouvelle affaire parvient jusqu'au procès pénal. Le parquet du comté de Santa Barbara, dirigé par Tom Sneddon, engage des poursuites contre Michael Jackson pour défendre le déjà mentionné Gavin Arvizo. Les accusations incluent abus sexuels, enlèvement et fourniture d'alcool à un mineur. Mais avant que le jury ne rende son verdict, la défense présente une pièce que personne n'attendait avec autant de force. Macaulay Culkin. Il semble alors adulte et éloigné du monde du spectacle pour enfants qui l'avait rendu célèbre. Il monte à la barre et parle avec clarté. Il raconte son amitié avec Michael. Commencé à 10 ans alors qu'il était l'enfant le plus connu de la planète grâce à maman, j'ai raté l'avion. Il se souvient de visites à Neverland, de longues conversations, d'une dynamique qu'il définit comme authentique et sans aucune connotation inappropriée. Sa version est cohérente, directe et percutante, et ce n'est pas la première fois qu'il la maintient. Culkin avait maintenu cette même position pendant des années, dans différents contextes, sans qu'aucune pression ne parvienne à la modifier. La connexion entre eux avait toujours été perçue avec suspicion. La rencontre de deux figures omniprésentes dans la culture populaire des années 90, leur apparition commune dans le clip Black or White en 1991, les photos lors d'événements publics. Tout ce matériel recommençait à circuler chaque fois que le nom de Michael apparaissait dans un contexte judiciaire. Mais Culkin n'a pas cédé au poids de ce récit. Il a dit ce qu'il a toujours dit, et son témoignage a été l'un des plus solides que le jury ait entendu. La défense a également présenté l'humoriste Chris Tucker, qui a confirmé avoir passé du temps à Neverland avec les mêmes enfants mentionnés dans l'accusation, sans avoir rien observé d'anormal. De son côté, le parquet a présenté des témoins qui décrivaient des comportements inappropriés, ainsi que d'anciens employés de Neverland avec des récits troublants. Les médias ont couvert chaque journée avec une intensité presque sans précédent. Et de nombreuses plateformes se sont empressées de présenter Michael Jackson comme coupable avant même que le jury n'ait prononcé un seul mot. Puis, une information est apparue qui a changé la dynamique du procès. On a découvert que la mère de Gavin avait cherché à savoir s'il était possible de poursuivre Michael Jackson pour un éventuel abus sur son fils, plusieurs mois avant que Gavin ne rencontre le musicien. Ensuite, en utilisant la maladie du petit Gavin comme excuse, la femme avait contacté Jackson en lui disant que c'était la volonté de Gavin de le rencontrer dans ces moments difficiles. La séquence chronologique était dévastatrice pour la crédibilité de l'accusation. Était-ce une grande fraude? Jackson n'était-il pas seulement innocent, mais avait-il aussi été dupé dans sa bonne foi? Après 7 jours de délibération, le 13 juin 2005, le tribunal rend sa décision. Non coupable des 14 chefs d'accusation, dehors, des fans célèbres, des caméras diffusent en direct, une ambiance mêlant soulagement et épuisement. Quelques jours plus tard, Michael s'en va. Il s'éloigne des États-Unis et ne revient jamais à Neverland. Il s'installe à Bahreïn, invité par la famille royale. À Bahreïn, la vie prend un autre rythme. Des réunions privées ont lieu, des projets sont annoncés puis abandonnés, et des tentatives sont faites pour réenregistrer de la musique dans un environnement contrôlé. Les finances montrent des signes de pression. Les dépenses accumulées pendant des années, les procès, l'entretien de ses propriétés, tout pèse. La structure qui soutenait son empire artistique commence à se tendre. Avec le temps, Michael change de résidence à plusieurs reprises. Il se déplace entre les pays, entre des maisons prêtées, entre des accords qui ne se concrétisent pas toujours. La maigreur, les mouvements plus lents et la dépendance aux traitements médicaux deviennent visibles. En 2009, une promesse de retour apparaît, Londres. Une série de 50 concerts à l'O2 Arena sous un nom qui sonne à la fois comme un adieu et une renaissance. This is it. Les billets s'épuisent en quelques heures. L'attente est à son comble. Michael apparaît lors d'une conférence de presse et annonce que ce seront ses dernières représentations dans la ville. La phrase reste suspendue comme un écho. Les répétitions commencent à Los Angeles, au Staples Center. De longues journées, des chorégraphies exigeantes, une immense équipe travaille pour construire une équipe. Un spectacle à la hauteur de sa légende. Les images qui filtrent montrent des éclairs de l'artiste qui a défini une époque. Moonwalk parfait, voix intacte, présence scénique qui ne semble pas s'être éteinte. Mais il y a une autre facette de ces répétitions que les caméras ne capturent pas toujours. Des personnes proches de l'équipe décrivent un Michael qui arrive en retard, qui a besoin de pauses fréquentes, qui semble parfois absent.
Le réalisateur Kenny Ortega envoie des mails internes exprimant son inquiétude quant à son état physique et mental. Des réunions sont organisées pour évaluer s'il est en état de continuer. Son entourage l'entoure, le soutient, mais le pousse aussi en avant, car 50 spectacles vendus ne s'annulent pas facilement. L'argent investi est énorme, les attentes le sont encore plus. Dans les coulisses, son médecin personnel, Conrad Murray, administre un régime de médicaments qui inclut du propofol, un puissant anesthésique hospitalier que Michael utilise pour dormir. Très peu de gens connaissent ce secret. Un secret qui, dans n'importe quel environnement médical un tant soit peu surveillé, aurait déclenché toutes les alarmes. La nuit du 25 juin 2009 arrive comme une autre. Michael se trouve chez lui à Humpty Hills. La routine inclut une médication pour dormir supervisée par Murray. Mais à un moment donné, cette nuit-là, quelque chose se brise. L'administration de propofol se fait en dehors d'un environnement hospitalier, sans surveillance adéquate, sans les protocoles de sécurité que ce médicament exige. Les heures passent. Le pouls se perd. L'appel d'urgence déclenche une intervention qui ne suffit pas. Les ambulanciers arrivent, tentent de le réanimer, le transportent à l'hôpital. À 14h26, la mort de Michael Jackson est déclarée. Il a 50 ans. La nouvelle fait le tour du monde en quelques minutes. Les chaînes de télévision interrompent leur programmation. Les réseaux s'effondrent. La figure qui a dominé la culture pop pendant des décennies s'éteint de façon brutale. Qui a tué le roi de la pop? La mort de Michael ouvre une autre enquête. L'attention se porte sur son entourage médical, en particulier sur Conrad Murray. Le procès se concentre sur l'administration de propofol et d'autres médicaments dans des conditions que le parquet considère comme négligentes et criminellement irresponsables. En 2011, le tribunal déclare Murray coupable d'homicide involontaire. Il est condamné à 4 ans de prison. Il en purge 2. Dans cette affaire, Michael Jackson figure dans l'affaire comme victime. Pas d'une accusation fabriquée, pas d'un système qui l'a poursuivi, mais de l'environnement qu'il a lui-même construit. Un cercle où personne n'a pu ou voulu lui dire non. Le documentaire This Is It, monté à partir de séquences des répétitions, sort quelques mois après sa mort. Il devient un phénomène mondial. Des millions de personnes voient dans ces images l'artiste qu'il aurait pu être, le retour qui n'a jamais eu lieu sur scène. Ces images se transforment en archives que le monde consomme en silence. Avec ce mélange d'admiration et de perte que seuls provoquent ceux qui partent trop tôt. Il semble que tout ait été dit, mais ce n'est pas le cas. En 2019, 10 ans après sa mort, le nom de Michael Jackson revient au centre de la scène mondiale, avec une force qui semblait réservée au passé. Le déclencheur est un documentaire, Living Neverland, 4 heures de récits intimes et détaillés, portés par les voix de Wade Robson et James Safechuck. 2 hommes qui décrivent face à la caméra une relation qu'ils situent dans leur enfance et qu'ils présentent comme un abus prolongé. Le roi n'était plus là, mais les ombres sur sa personne commençaient à peine à s'étendre. Il y a un fait qu'on ne peut pas ignorer. Lors des procès de son vivant, Robson avait témoigné en faveur de Jackson. En tant qu'ancien enfant prodige du spectacle qui avait passé des années à Neverland, il avait toujours affirmé que Jackson n'avait jamais eu de geste déplacé envers lui. Son récit change complètement dans Living Neverland, et ce n'est pas le seul problème de cohérence que présente le documentaire, les avocats qui représentent la succession de Jackson. Ils ont réalisé une analyse approfondie des témoignages et ont trouvé des incohérences concrètes et vérifiables. Safechuck, par exemple, décrit des abus qui ont eu lieu dans la gare de Neverland, mais ce bâtiment n'existait pas aux dates qu'il mentionne. Les registres des travaux confirment qu'elle a été construite des années plus tard. Robson, quant à lui, présente une chronologie qui place Jackson à des endroits où les registres de voyage et les engagements documentés prouvent qu'il n'était pas présent. Ce ne sont pas de simples erreurs ni des différences de perception, ce sont des contradictions avec la documentation disponible. Des erreurs de mémoire dues au traumatisme, comme le soutiennent leurs représentants, ou des constructions qui ne résistent pas à la confrontation avec les faits. L'impact du documentaire a été immédiat et intense. Certaines radios ont arrêté de diffuser sa musique. Des chaînes ont revu leur programmation. Des institutions ont pris leur distance symboliquement. Le terme « cancel culture » s'est imposé. Il y a eu une réaction tout aussi soudaine, des fans qui défendent son héritage, des campagnes qui remettent en question le documentaire, des analyses qui soulignent en détail les incohérences.
Sur le plan juridique, Robson et Safechuck ont engagé des actions civiles contre les entreprises liées au patrimoine de Jackson. Les tribunaux ont examiné chaque argument. Jusqu'à présent, il n'y a pas de décision définitive qui mette fin à la procédure. Ce qui a été établi, c'est que la narration du documentaire présente des failles qu'aucun de ses défenseurs n'a pu expliquer de manière satisfaisante. L'héritage devient alors un territoire perpétuellement disputé. Sur scène, d'autres artistes le citent, l'imitent, lui rendent hommage. Dans les rues, sa musique continue de résonner. Sur Internet, chaque publication à propos de son nom déclenche une conversation qui ne s'éteint jamais complètement. Des théories sur une mort simulée apparaissent également. Des témoignages assurent l'avoir vu marcher parmi la foule. D'autres versions le situent travaillant en secret, participant à des projets d'autrui, cachés derrière d'autres noms. La comparaison avec Elvis Presley apparaît comme un miroir inévitable. L'idée que sa figure prend plus de valeur après sa mort s'installe comme une logique répétée chez les artistes de son envergure. Les défenseurs de Jackson assurent en même temps que toute cette affaire est utilisée pour dissimuler un autre cas très grave qui se déroule en ce moment, les accusations contre le producteur Harvey Weinstein. Des accusations qui vont finir par bouleverser Hollywood et populariser le désormais emblématique In the Me Too. Alors, Michael Jackson a-t-il servi à faire en sorte que le visage de véritables criminels apparaisse dans les médias de masse? Aujourd'hui, en 2026, un nouveau film tente d'aborder les premières années d'une icône qui a changé la vie de millions de personnes. Il est certain que cette mise en lumière rouvrira de vieilles blessures et que d'anciennes nouvelles retrouveront de l'importance. La question est-ce que quelque chose d'inconnu jusqu'à présent sera révélé? Cette histoire aura-t-elle de nouveaux angles? Quels autres secrets finirons-nous par découvrir sur celui qui fut le roi de la pop? Si ce reportage vous a intéressé, je vous invite à regarder les autres reportages que nous avons réalisés sur nos autres chaînes, En El Dia Que, Dimension Analogica et 2000 Eros. Je vous laisse les liens ci-dessous pour que vous puissiez aller les voir.